Puis-je nettoyer le manoir pour un repas? Quand le millionnaire vit son visage, il faillit s'évanouir. Le printemps venait à peine de commencer à Paris, mais le ciel s'obstinait à pleurer. Les gouttes tombaient avec la lenteur cruelle des jours tristes, et Élodie Martin, 20 ans, n'était rien de plus qu'une silhouette fragile dans le décor saturé de Neuilly-sur-Seine. Son manteau trop mince collait à sa peau, ses chaussures déchirées laissaient passer l'eau glacée, et son estomac se tordait de douleur depuis la veille. Elle avait cessé de compter les heures depuis son dernier vrai repas. Elle n'avait ni maison, ni argent, ni famille. Et depuis longtemps, plus aucun espoir. Elle longeait les rues riches de ce quartier qu'elle n'osait même pas rêver habiter. Les vitrines élégantes brillaient sous la pluie, les voitures passaient sans la voir, et les passants détournaient le regard dès qu'ils croisaient le sien. Elle n'était qu'une ombre parmi les ombres. Pourtant, quelque chose la poussa à continuer. Peut-être la force du désespoir ou un instinct plus ancien que la raison. Au détour d'une ruelle, elle s'arrêta net. Devant elle se dressait une immense demeure aux grilles noires et aux jardins parfaitement taillés. C'était une de ces maisons qu'on ne voit que dans les films, imposante, mystérieuse, et manifestement habitée par quelqu'un d'important. Mais ce qui l'arrêta vraiment, ce fut l'odeur, une senteur chaude, épicée, de soupe mijotée et de pain frais. Elle ferma les yeux un instant, inspirant profondément. Son ventre grogna bruyamment. Son regard se porta vers l'entrée principale, puis sur la sonnette fixée près du portail. Une pensée absurde lui traversa l'esprit. Et si je proposais de nettoyer en échange d'un repas? Elle chassa l'idée aussitôt. Qui ouvrirait sa porte à une inconnue sale, trempée et affamée? Elle était consciente de son apparence. Ses cheveux bruns étaient collés à son visage. Ses mains tremblaient et son regard reflétait l'épuisement d'une vie entière. Et pourtant, elle n'avait rien à perdre. Elle s'avança, le cœur battant fort, traversa la grille qui n'était étrangement pas verrouillée et monta les marches de pierre glissantes jusqu'à la porte principale. Le bois massif semblait la défier. Elle hésita une seconde de plus, puis leva la main et frappa, timidement d'abord, puis plus fort, comme si son courage allait s'envoler à tout instant. Le bruit de ses coups résonna dans l'entrée silencieuse. Elle recula d'un pas, serrant les bras autour de son corps pour se protéger du vent. Chaque seconde semblait une éternité. Puis elle entendit un bruit derrière la porte, des pas, un cliquetis de serrure, et la poignée tourna. Quand la porte s'ouvrit, elle fut éblouie par la lumière chaude qui s'échappa de l'intérieur. Un homme se tenait là, grand, élégant, vêtu d'un costume sombre, les cheveux grisonnants et les traits durs. Il la regarda sans un mot, d'un regard à la fois méfiant et glacé. Elle voulut parler, mais sa gorge était sèche. Elle se força à sourire, un sourire douloureux, presque enfantin. « Bonjour, je suis désolé de vous déranger. Je voulais seulement demander si je pouvais nettoyer quelque chose, balayer le jardin ou laver les vitres, en échange d'un bol de soupe. » Sa voix était faible, presque inaudible. L'homme ne répondit pas. Il la scrutait, pas comme les autres passants, pas avec dégoût ou pitié. Non, son regard changea, s'intensifia. Il semblait figé, comme frappé par un souvenir brutal. Élodie, mal à l'aise, baissa les yeux. Elle pensait déjà tourner les talons. Mais quelque chose la retint. L'odeur de la soupe, peut-être. Ou cette sensation étrange que cet homme inconnu la regardait comme si elle n'était pas une étrangère. La pluie continuait de tomber, mais à cet instant, un silence pesant s'était installé entre eux. L'homme ouvrit un peu plus la porte, lentement. Il semblait troublé, comme s'il venait de voir un fantôme. Elle osa lever les yeux à nouveau, et cette fois, elle vit la surprise dans son regard, le choc presque physique, comme si son visage avait réveillé en lui quelque chose d'enfoui depuis très longtemps. Mais elle ne savait pas encore que ce simple geste, frappé à cette porte, allait bouleverser leur vie à tous les deux. Alexandre Moreau resta immobile sur le seuil, incapable de détourner les yeux. La pluie ruisselait encore sur les cheveux de la jeune fille, trempait ses vêtements déchirés, mais il ne voyait plus cela. Ce qu'il voyait, c'était un visage qui lui transperçait la mémoire, comme une déflagration venue d'un passé qu'il s'était juré de ne jamais laisser l'engloutir. Il n'aurait pas su dire ce qui le frappa en premier, la forme des yeux, le pli de la bouche, ou peut-être cette cicatrice fine sous le menton qu'il avait oubliée pendant des années, mais qui, maintenant, pulsait dans sa mémoire comme un coup de tonnerre silencieux. Elle, de son côté, ne comprenait pas ce qui se passait.
Elle s'attendait à ce qu'il ferme la porte, lui crie dessus ou appelle la police. Ce genre de réaction, elle y était habituée. Mais là, elle voyait quelque chose de différent. Ce n'était pas de la colère, ni même de la pitié. C'était un choc brut, animal, comme si cet homme venait d'être frappé par quelque chose qu'elle ignorait. Elle recula d'un demi-pas, incertaine. « Monsieur, je ne voulais pas vous effrayer, vraiment. Je vais partir, si vous préférez. » Mais Alexandre ne répondait pas. Ses lèvres s'entr'ouvrirent à peine, et ses pupilles restaient agrippées à son visage. Un mot tourbillonnait dans sa tête. « Claire !» Il n'arrivait pas à le prononcer, mais il le sentait battre contre ses tempes. Claire, 15 ans. 15 longues années depuis ce jour au parc. 15 années de silence, de recherche vaine, de nuits passées à fixer une photo encadrée, les yeux rougis. Et maintenant, cette fille. Elle avait grandi, évidemment. La petite aux couettes avait disparu. Mais les traits, ils étaient là. Et ses yeux, il les connaissait mieux que les siens. « Attends », murmura-t-il d'une voix presque inaudible. Elle s'arrêta net. C'était la première fois qu'il parlait, et sa voix la surprit autant que sa réaction. Elle le regarda avec prudence, toujours méfiante. Personne ne l'avait jamais regardé ainsi. Ni les travailleurs sociaux, ni les familles d'accueil, ni les passants dans la rue. Il y avait dans les yeux de cet homme une peur étrange mêlée à une chaleur incongrue. Elle ne savait pas encore si elle devait s'en méfier ou s'en nourrir. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il toujours en la fixant. Elle hésita. Elle avait pris l'habitude de mentir sur son prénom pour éviter les ennuis, mais ce jour-là, elle sentit qu'un mensonge ne passerait pas. « Élodie » répondit-elle doucement. « Élodie Martin ». Le nom ne lui disait rien. Pourtant, il n'y avait plus de doute possible dans l'esprit d'Alexandre. C'était elle. Il ne pouvait pas l'expliquer, pas encore, mais il le sentait dans ses os, dans sa peau, dans le creux de sa poitrine. L'instinct, ce genre de certitude que l'on n'a qu'une seule fois dans une vie. Il s'écarta légèrement de la porte, laissant l'ouverture béante. « Entre !» Elle le regarda, surprise. Elle cligna des yeux, vérifiant qu'elle ne rêvait pas. Ce genre d'invitation n'existait pas dans son monde. Les portes s'étaient toujours refermées devant elle, jamais ouvertes. « Tu veux que je vienne à l'intérieur ?»« Oui, » dit-il. « Tu es trempée. Et tu as dit avoir faim, non ?» Elle acquiesça timidement et franchit le seuil. L'intérieur de la maison était aussi impressionnant que l'extérieur. Sol en marbre, meubles anciens, lumière tamisée. Une chaleur douce l'enveloppa dès qu'elle entra, contrastant brutalement avec le froid extérieur. Elle frissonna malgré tout, mais cette fois d'émotion. Alexandre referma la porte derrière elle et l'observa encore quelques secondes. Puis, sans un mot, il fit un signe de tête en direction d'un couloir. « Par ici ». Il la guida jusqu'à une grande cuisine où une soupe fumante reposait encore sur la cuisinière. Il prit une assiette, la remplit et la posa devant elle, sur une grande table de chêne. Elle resta debout un instant, incertaine. « Assieds-toi », dit-il calmement. Elle obéit. Lorsqu'elle porta la cuillère à ses lèvres, ses mains tremblaient. Le goût salé et chaud la fit presque pleurer. Cela faisait des semaines qu'elle ne s'était pas sentie ainsi. Nourrie, considérée. Alexandre, lui, ne mangeait pas. Il s'appuya contre le plan de travail, les bras croisés, à l'autre bout de la pièce. Il ne la quittait pas des yeux. Chaque geste d'Élodie, chaque manière qu'elle avait de pencher la tête, de tenir la cuillère, ravivait en lui des souvenirs flous, des images d'un passé qu'il croyait perdu à jamais. Elle leva les yeux vers lui, consciente d'être observée. « Merci. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. » Il hocha la tête, mais ne répondit pas. À cet instant, il n'était plus certain de rien. Le doute le rongeait, mais l'espoir le piquait comme une épine. Puis il sortit discrètement son téléphone de sa poche et envoya un message rapide à son assistant personnel, sans quitter Élodie des yeux. « Viens immédiatement à la maison. » Discret, urgent. Il devait en avoir le cœur net. Dans son esprit, les questions se bousculaient. Où avait-elle été tout ce temps? Pourquoi portait-elle un autre prénom? Qui l'avait prise? Était-ce vraiment elle? Ou était-ce son esprit qui lui jouait un tour cruel, dans une tentative désespérée de panser une blessure qui ne s'était jamais refermée? Mais une chose était certaine, cette fille n'était pas une inconnue. Pas pour lui. Alexandre ferma les yeux quelques secondes. Il entendait encore le cliquetis lointain de la pluie sur les vitres, mais ce bruit se mêlait dans sa mémoire au vacarme du passé. Le banc du parc,
la petite silhouette qui se balançait en riant, les mains tendues vers le ciel, puis le silence, l'absence brutale, le vide, la disparition de Claire. 15 années plus tôt, un dimanche comme les autres, il l'avait laissée un instant pour acheter une glace. À son retour, elle n'était plus là. Ni trace, ni cri, ni témoin fiable. Elle avait disparu sans un son, comme si le monde avait décidé d'avaler sa fille dans une respiration sinistre. Depuis ce jour, sa vie avait changé de nature. Le mot « vie » lui-même avait perdu tout sens. Il était devenu un homme différent, fermé, méthodique, enfermé dans ses routines pour ne pas sombrer. Le sourire de sa femme s'était fané jusqu'à disparaître complètement, emporté par le chagrin. Leur couple n'avait pas résisté. Elle était partie quelques mois plus tard, avec une valise et un silence définitif. Alexandre avait tout essayé. Détective privé, appel à la presse, recherches internationales. Il avait vidé ses ressources, épuisé ses contacts, offert des récompenses, interrogé des centaines de faux témoins. Mais rien. Le néant. Il rouvrit les yeux et observa Élodie. Elle terminait son assiette avec une lenteur respectueuse, presque timide. Elle n'était pas comme les autres jeunes qu'il avait parfois croisés en situation précaire. Elle ne demandait rien, n'exigeait rien. Elle acceptait ce bol de soupe comme si c'était un trésor. Il sentit une étrange pression au creux de la poitrine. Était-ce la culpabilité ou un élan protecteur qui s'éveillait en lui pour la première fois depuis des années? Elle leva les yeux vers lui, consciente de son regard insistant. Il détourna les yeux une fraction de seconde, puis s'obligea à soutenir son regard. « Tu as quel âge » demanda-t-il. « 20 ans, répondit-elle sans hésiter. 20 ans. Elle aurait 20 ans aujourd'hui, Claire aussi. Il déglutit. Trop de coïncidences, trop de ressemblances. Il devait comprendre, il devait savoir. Mais il ne pouvait pas l'accuser, ni même évoquer ce qu'il soupçonnait. Pas encore. Il ne voulait pas la faire fuir. Il se contenta de l'observer en silence alors qu'elle posait la cuillère dans l'assiette vide. « Tu veux un peu plus » proposa-t-il, la voix presque douce. Elle sembla surprise par la proposition, comme si elle n'avait jamais entendu cette question. Elle acquiesça d'un petit signe de tête. Il se leva, reprit la louche et remplit une nouvelle assiette. Ses gestes étaient mécaniques, mais son esprit tourbillonnait. Et si c'était une illusion, une erreur, une coïncidence cruelle qui lui offrait le reflet de ce qu'il avait perdu? Il revint s'asseoir en face d'elle. Ce geste, si simple, avait pour lui une signification immense. Il ne mangeait jamais dans cette cuisine. Depuis 15 ans, il n'y avait pris aucun repas. Trop de souvenirs, trop de fantômes. Mais ce soir, il y était, et pas seul. « Tu dors où » demanda-t-il. « Là où je peux, des halls d'immeubles, parfois des abris quand j'ai de la chance. Sinon, la rue, j'ai l'habitude. » Sa réponse était dite avec un ton neutre, presque détaché, comme si elle avait accepté que le monde ne lui devait rien. Il sentit une rage sourde monter en lui, pas contre elle. Contre ce système, cette société qui laissait des jeunes comme elle disparaître dans l'anonymat, dans l'oubli. Et s'il ne l'avait pas rencontrée ce soir-là, où serait-elle? Allongée dans un coin de trottoir, invisible, ignorée, effacée. « Tu n'as pas de famille » Elle secoua la tête. « Non. Enfin, je ne sais pas. On m'a dit que ma mère était morte quand j'étais petite. On ne m'a jamais parlé de mon père. J'ai été placé dans plusieurs familles. Aucune n'a duré. » Les mots frappaient Alexandre de plein fouet. Il les recevait comme des éclats de verre. Chaque détail qu'elle donnait lui arrachait un peu plus de souffle. Elle n'en savait rien. Elle ne savait pas qu'un homme, pendant 15 ans, avait retourné la terre pour la retrouver. Elle ne savait pas qu'il avait vécu dans le deuil, dans le silence, dans l'impossible abandon. Et elle était là, vivante, ignorante de tout ce qu'elle représentait. Son téléphone vibra. Il le prit discrètement, lut le message de son assistant. « Je suis à la grille, dois-je entrer ?» Il répondit rapidement. « Attends 5 minutes, j'arrive. » Il se leva, fit signe à Élodie de rester assise. « Je reviens. Bois tranquillement. Prends ton temps. » Elle hocha la tête. Une part d'elle ne comprenait toujours pas pourquoi cet homme si riche, si visiblement distant, se montrait aussi attentionné. Elle ne savait pas que derrière son regard se jouait une tempête. Alexandre quitta la cuisine, traversa le grand couloir silencieux, ouvrit discrètement la porte principale et retrouva son assistant personnel, Hugo, un homme discret d'une 40aine d'années, loyal et efficace. « J'ai besoin de toi. Maintenant, tout de suite. Il y a une jeune fille dans la maison. Elle s'appelle Élodie Martin,
Elle a 20 ans. Je veux que tu vérifies tout. Les orphelinats, les adoptions, les signalements. Je veux tout savoir sur elle. Hier, aujourd'hui, chaque adresse, chaque papier. Tu comprends? Hugo fronça les sourcils mais ne posa pas de questions. Il connaissait suffisamment Alexandre pour sentir que ce n'était pas une lubie. « Immédiatement », dit-il simplement. Alexandre referma la porte et retourna à la cuisine. Élodie l'attendait, toujours assise, le regard un peu plus détendu. Il la vit sourire, timidement, et ce sourire le frappa comme un coup au cœur. Ce sourire, il le connaissait. Il l'avait vu des centaines de fois, sur une photo encadrée, sur le visage d'une petite fille aux couettes rousses qui riait en courant dans le jardin de la vieille maison en Provence. Claire, le passé venait de frapper à sa porte, et il l'avait laissée entrer. La nuit était tombée depuis longtemps sur Neuilly-sur-Seine, enveloppant la ville d'un calme pesant. Dans la cuisine silencieuse, Élodie terminait son repas sans oser lever les yeux vers Alexandre. Elle sentait son regard posé sur elle, inquisiteur, lourd, presque dérangeant, mais elle n'osait pas poser de questions. Elle savait, par instinct, que quelque chose clochait, que l'homme en face d'elle la scrutait pour autre chose que sa simple détresse. Il y avait dans sa manière de l'observer une tension dissimulée, une attente fébrile, comme s'il cherchait dans chacun de ses gestes la réponse à une question qu'il n'avait pas formulée à voix haute. Elle ne savait pas laquelle. Mais elle savait qu'il y avait quelque chose qu'elle ignorait. Alexandre, de son côté, était incapable de détourner les yeux. Chaque détail d'Élodie était une énigme et une révélation à la fois. Il observait sa posture, la façon dont elle s'asseyait, sa manière de replier sa jambe sous la chaise, de caresser distraitement la manche de son pull trop grand, comme pour se rassurer. Ses habitudes étaient étrangement similaires à celles qu'avait Claire, sa fille, autrefois. Il se souvenait de la manière dont elle mordillait le coin de sa serviette à table, ou de la façon dont elle inclinait la tête lorsqu'elle se concentrait. Élodie reproduisait inconsciemment certains de ses gestes. Cela ne pouvait pas être un hasard. Ou alors le destin était plus cruel qu'il ne l'avait jamais cru possible. Il avait besoin de preuves. Des gestes, des impressions, des souvenirs ne suffisaient pas. Il devait trouver quelque chose de tangible. Mais il ne pouvait pas brusquer la situation. Pas maintenant. Il savait que le moindre faux pas pourrait faire fuir cette jeune fille, qui n'avait déjà que peu de confiance à offrir. Elle était sur ses gardes, même si elle ne le montrait pas. « Tu veux rester ici cette nuit ?» demanda-t-il d'un ton neutre. Elle releva les yeux, visiblement prise de court. « Je ne veux pas déranger. Ce n'est pas un problème. La maison est grande. Tu pourras dormir dans une chambre d'amis. C'est plus sûr que dehors, non ?» Elle hésita encore, ses mains se crispant sur la table. Il voyait bien qu'elle était partagée entre la peur de faire confiance et le besoin pressant de repos, de sécurité, d'un lit. « D'accord, finit-elle par dire, juste pour cette nuit. » Il hocha la tête et se leva. Il lui indiqua de le suivre. Ils montèrent ensemble un large escalier de bois sombre et il la conduisit jusqu'à une pièce simple, mais chaleureuse, avec un grand lit recouvert de draps propres, une commode et une fenêtre donnant sur le jardin. Elle entra sans un mot, les yeux grands ouverts, comme si elle n'osait pas croire que c'était pour elle. « Tu peux prendre une douche si tu veux. Il y a des serviettes dans l'armoire. Repose-toi. On parlera demain. » Elle acquiesça doucement. Il referma la porte derrière elle et resta quelques secondes dans le couloir, figé. Il sentit son cœur battre violemment dans sa poitrine. Il venait d'héberger une étrangère dans sa maison, mais il n'éprouvait aucun doute. Quelque chose, au fond de lui criait que ce n'était pas une étrangère. Il retourna dans son bureau, alluma sa lampe de lecture et attendit. Moins d'une heure plus tard, son assistant frappa doucement à la porte. « Entrez », dit Alexandre. Hugo entra tenant un dossier sous le bras. Il s'assit sans attendre que son patron le lui demande. Il connaissait l'urgence. « Je n'ai pas encore tout trouvé, mais j'ai assez pour que tu comprennes. Elle est enregistrée comme Élodie Martin depuis qu'elle a été déposée dans un orphelinat à Lyon à l'âge de 6 ans. Pas de dossier avant, aucune trace, aucun papier. Elle a grandi entre famille d'accueil et foyer temporaire. Elle a fui le système à 17 ans. Depuis, elle vit dans la rue. » Alexandre prit le dossier, le feuilleta rapidement. Les photos, les notes sociales, les adresses de famille. Rien de probant, rien d'évident. Sauf une chose, mentionnée dans un rapport de l'époque. L'enfant utilise parfois le mot « papounet » pour désigner une figure paternelle imaginaire. Ce mot, « papounet », il se figea.
son souffle se coupa. Personne n'avait jamais utilisé ce mot, à part Claire. C'était leur mot, leur code. Elle ne l'appelait jamais papa, ni père. Seulement Papounet. C'était un détail si intime, si personnel, que personne ne pouvait l'inventer. Il regarda Hugo avec intensité. Ce mot, tu es sûr? C'est dans les dossiers internes de l'orphelinat. Il n'a jamais été rendu public. Alexandre s'adossa à son fauteuil. Ses mains tremblaient légèrement. L'émotion le prenait à la gorge, mais il ne pouvait pas se laisser submerger. Pas encore. Il devait avancer prudemment. Il me faut une confirmation, une preuve biologique. Organise un test ADN, discret, demain matin. Compris. Et toi, tu ne dis rien à personne. Comme toujours. Hugo sortit du bureau. Alexandre resta seul. Il ferma les yeux. Le mot résonnait encore dans sa tête. Papounet. Ce simple mot ouvrait une brèche immense dans sa carapace. Il se leva, fit quelques pas dans la pièce, s'approcha d'une étagère et prit un petit cadre photo. Une image, fanée par le temps, d'une fillette souriante avec une tache de confiture au coin des lèvres. Il posa le cadre sur son bureau, à côté du dossier d'Élodie. Deux mondes que le destin venait peut-être de réunir. Pendant ce temps, dans la chambre d'amis, Élodie sortait de la douche, enveloppée dans une serviette propre. Elle regardait autour d'elle, incrédule. Tout cela lui semblait irréel. Elle n'avait jamais été accueillie ainsi, nulle part. Pas avec cette chaleur, cette attention. Et pourtant, elle restait sur ses gardes. Elle connaissait les visages aimables qui pouvaient cacher des intentions troubles. Mais chez cet homme, il y avait quelque chose d'autre. Une inquiétude sincère, un trouble profond. Elle s'allongea sur le lit, mais le sommeil tarda à venir. Dans le silence de la chambre, elle se mit à penser. Des souvenirs flous lui traversèrent l'esprit. Une voix d'homme qui chantait une comptine. Un jardin, un chien noir, une balançoire bleue. Elle ne savait pas si c'était de vrais souvenirs ou des fragments imaginaires construits par le manque. Mais ces images revenaient de plus en plus souvent depuis quelques années, comme des échos d'une vie qu'elle n'avait jamais pu saisir. Dans la pièce voisine, Alexandre fixait toujours la photo de sa fille. Il attendait le matin comme on attend un verdict. Le soleil se levait lentement au-dessus des toits de Neuilly-sur-Seine, mais la lumière avait du mal à pénétrer les lourds rideaux de la chambre où Élodie s'était endormie tard. Malgré le confort inhabituel du lit, son sommeil avait été agité, troublé par des images qu'elle ne comprenait pas. Un chien courant dans un jardin, une chanson murmurée près de son oreille, une balançoire qui grinçait au vent. Elle s'était réveillée plusieurs fois sans savoir pourquoi. La gorge sèche, le cœur battant vite. À chaque fois, elle fixait le plafond avec la sensation étrange d'être chez elle, dans un lieu qu'elle découvrait pour la première fois. Dans la cuisine, Alexandre attendait depuis l'aube. Il n'avait pas fermé l'œil. Ses pensées tournaient en boucle, chaque détail de la soirée précédente gravé dans sa mémoire. Il revoyait ses gestes, sa voix, ses réponses. Il n'était plus question de simple ressemblance. Il y avait une vérité plus profonde qui se dessinait à mesure qu'il reconstituait les morceaux du passé. Il se leva et traversa la maison à pas lents, s'arrêtant devant la porte de la chambre d'amis. Il ne frappa pas. Il resta là un instant, la main suspendue dans le vide, puis il recula et redescendit. Hugo était déjà revenu. Il l'attendait dans le bureau, un petit coffret en plastique dans les mains. « Le laboratoire privé est prêt à traiter l'échantillon immédiatement », murmura-t-il. « Résultat dans les 48 heures. Tu leur fais confiance ? Ils travaillent avec nous depuis des années. Discrétion absolue. » Alexandre prit la boîte sans un mot. Il savait ce qu'il avait à faire, mais il n'était pas encore prêt. Il voulait attendre, observer encore, chercher dans les gestes d'Élodie cette certitude qui le hantait. Plus tard dans la matinée, Élodie descendit, hésitante. Elle portait des vêtements propres, un pantalon de coton beige et un pull bleu ciel, simple mais neuf, qu'Alexandre avait fait préparer sans rien dire. Elle entra dans la cuisine et il lui adressa un léger signe de tête. « Bien dormi ? » ?»« Oui, merci. Vraiment. » Il servit 2 tasses de café noir. Le silence s'installa entre eux, épais, presque pesant. Elle sentait que quelque chose flottait dans l'air, mais elle ne savait pas quoi. Elle décida de briser la glace. « Vous vivez seul ici ?» Il hocha la tête, posant sa tasse sans boire. Depuis longtemps. Elle n'osa pas poser plus de questions. Pourtant, une curiosité sourde commençait à germer en elle. Il y avait dans cette maison des signes d'un passé absent.
des cadres sans photo dans le salon, une chambre d'enfant fermée à clé au bout du couloir du haut, des jouets anciens visibles à travers la vitre d'un placard. Elle comprenait qu'elle n'était pas la première à avoir habité cet espace, mais elle n'osait pas demander ce qui s'était passé. « Tu veux rester quelques jours ?» proposa-t-il brusquement. Elle le fixa, surprise. « Pourquoi ?» Il prit quelques secondes avant de répondre. « Tu n'as pas d'endroit où aller. Et moi, j'ai besoin d'aide ici. Je ne veux pas d'employé, juste un peu de compagnie. Si tu veux. » Elle sentit une chaleur étrange l'envahir. Ce n'était pas de la pitié, ni un acte de charité. Il semblait sincère. Elle acquiesça timidement. « D'accord, mais je veux aider. Je peux nettoyer, faire la vaisselle, le linge. Ce que vous voulez. Ce que tu veux, » répéta-t-il doucement. Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine discrète. Élodie aidait dans la maison, nettoyait des pièces qu'elle n'aurait jamais osé toucher auparavant, préparait même un repas simple sous la supervision de la cuisinière, absente depuis le début de la semaine. Alexandre la laissait faire mais ne cessait jamais de l'observer. Et puis il y eut ce moment, banal en apparence mais crucial. Une fin d'après-midi, alors qu'elle passait l'aspirateur dans le salon, elle heurta une table basse du genou. La douleur fut brève, mais elle perdit l'équilibre et se redressa précipitamment. Son menton heurta le bord du meuble et une goutte de sang coula. Alexandre, arrivé aussitôt, s'agenouilla près d'elle. « Tu t'es fait mal ?»« Ce n'est rien, » répondit-elle, un peu sonnée. Il prit un mouchoir dans sa poche et le porta à son visage. C'est alors qu'il la vit de près. Sous le menton, juste au centre, une fine cicatrice verticale. Pas récente du tout. Il blêmit. Il connaissait cette cicatrice. Il la connaissait mieux que son propre reflet. C'était la même, exactement la même. « Comment tu t'es fait ça ?» demanda-t-il d'une voix qu'il ne reconnaissait pas lui-même. Elle hésita. Son regard se perdit dans le vide. « Je ne me souviens pas. On m'a dit que je suis tombée petite, d'un jeu, un truc qui se balançait. » Il sentit son cœur se contracter. Une balançoire ? Elle acquiesça sans y penser. Il resta immobile, le mouchoir toujours pressé contre sa peau. Elle le regardait avec confusion mais sans peur. Pour elle, c'était un détail sans importance. Pour lui, c'était la preuve silencieuse, criante, indiscutable. Elle ne mentait pas. Elle ne jouait pas un rôle. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un souvenir enfoui. Et cette cicatrice, cette foutue cicatrice. Il se leva lentement, recula, vacilla presque. Il s'assit dans le fauteuil près de la cheminée, le regard vide. Elle ne comprenait pas ce qu'elle avait dit de si bouleversant. Elle s'approcha. « Ça va ?» Il hocha la tête, incapable de parler. Il avait l'impression que tout l'air de la pièce venait d'être aspiré. Il savait. Son cœur savait. Son corps savait. Il lui manquait encore le document, le résultat, l'analyse. Mais il n'avait plus de doute. Cette fille, cet inconnu venu frapper à sa porte pour un bol de soupe, était sa fille, sa Claire. Mais il devait rester maître de lui. Il ne pouvait pas lui dire. Pas encore. Il lui fallait attendre. Attendre les résultats. Attendre la dernière pièce du puzzle. Le moment où il pourrait enfin poser les yeux sur elle et dire son nom sans trembler. La soirée était tombée sur la maison Moreau sans que personne ne l'annonce. Les lumières s'étaient allumées dans le silence, à mesure que la pénombre s'étendait sur les pièces vastes et élégantes. Alexandre restait seul dans son bureau, les yeux fixés sur un écran d'ordinateur. Mais son esprit n'était plus là. Il revivait encore et encore la scène du salon. La chute, le sang, la cicatrice, et surtout cette phrase banale prononcée par Élodie, mais qui avait pour lui la résonance d'un coup de tonnerre. « On m'a dit que je suis tombé d'un jeu, un truc qui se balançait. » Ce détail, personne ne pouvait l'inventer. Cette chute survenue dans leur jardin alors que Claire n'avait que 4 ans, il la revoyait encore, comme si c'était hier. Le cri, la course précipitée, le sang, les larmes. Puis la petite cicatrice cousue par un médecin de quartier. Un souvenir que seul Claire et lui partageaient. Mais il lui manquait encore une pièce pour que le tableau soit complet. Une certitude incontestable, sans l'ombre d'un doute. Le test ADN avait été lancé, mais les résultats prendraient du temps. Et l'attente devenait insupportable. Il se leva d'un bond, ouvrit le tiroir de son bureau, en sortit un vieux carnet noir, épais, usé, et le posa sur la table. C'était le journal qu'il tenait autrefois pour sa fille. Il y notait les premiers mots, les phrases étranges, les rêves qu'elle lui racontait, les surnoms qu'elle inventait.
et l'un d'eux revenait sans cesse, comme une chanson secrète entre eux. Papounet. Ce mot n'avait jamais été rendu public, jamais mentionné dans les articles de presse, ni sur les affiches, ni même dans les dossiers que les enquêteurs avaient compilés. C'était un mot qu'elle utilisait uniquement à la maison et qu'elle avait choisi d'elle-même à l'âge de 2 ans. Pour les autres, il était Alexandre. Pour elle, seulement Papounet. Un mot simple, presque naïf, mais qui condensait tous leurs liens. Il serra le carnet entre ses doigts. C'était peut-être le moment. Peut-être qu'il pouvait enfin lui poser des questions plus franches. Pendant ce temps, Élodie était assise sur le tapis du salon, les jambes croisées, un vieux livre ouvert devant elle. Elle ne lisait pas vraiment. Elle observait la pièce, les tableaux accrochés au mur, les objets décoratifs, les meubles anciens. Tout cela lui semblait d'un autre monde. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle se trouvait là, hébergée dans une maison pareille, traitée avec respect, presque avec tendresse. Pourtant, elle n'était pas naïve. Elle savait que rien n'était gratuit. Mais Alexandre ne lui avait rien demandé, ni argent, ni service. Il lui avait juste offert un toit, un repas, du silence, et parfois un regard chargé de mystère. Il entra dans la pièce sans bruit. Elle leva les yeux vers lui. « Je ne te dérange pas ?»« Non, répondit-elle. Je lisais un peu. » Il s'assit dans le fauteuil en face d'elle, posa le carnet sur la table basse, mais ne l'ouvrit pas. Il croisa les mains sur ses genoux et la regarda longuement, sans dire un mot. Elle attendit, un peu troublée. « Tu sais, dit-il enfin, il y a des choses qu'on garde en soi, même quand on pense les avoir oubliées. Des mots, des sensations. » Elle ne répondit pas. Elle sentait qu'il allait quelque part, mais ne savait pas encore où. « Est-ce que tu te souviens de ton enfance ? Avant l'orphelinat, je veux dire. » Elle secoua la tête. « Pas vraiment, juste des impressions, des images floues, une voix parfois, une odeur, un jardin, rien de très précis. Tu as déjà utilisé un surnom pour désigner ton père ou une figure paternelle ?» Elle plissa les yeux, surprise par la question. Elle fronça les sourcils, cherchant dans sa mémoire. « Oui, enfin je crois. C'est flou. Dans les dossiers de l'orphelinat, il m'avait demandé une fois si je me souvenais d'un prénom ou d'un mot. J'avais dit Papounet. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est resté comme ça. Mais personne ne savait ce que ça voulait dire. » Le cœur d'Alexandre cessa de battre pendant une seconde. Il sentit une montée de chaleur dans la nuque, puis un frisson lui parcourut le dos. Elle l'avait dit. Ce mot, sans y être incité, sans doute, sans hésitation. Elle l'avait dit naturellement. Il s'efforça de ne rien montrer, mais son regard le trahissait. « Pourquoi cette question ?» demanda-t-elle, un peu méfiante maintenant. Il chercha ses mots, mais n'en trouva aucun qui puisse convenir. Il ne pouvait pas lui dire la vérité. Pas tant qu'il n'aurait pas la preuve. Il se contenta de répondre « C'est un mot très rare. Je ne l'avais entendu qu'une seule fois. » Elle le fixa un moment. Elle sentait qu'il y avait quelque chose derrière tout cela, quelque chose d'important, mais il ne disait rien de plus. Il prit le carnet, le rouvrit lentement, le feuilleta et trouva une page au hasard. Il la lui tendit. « Lis ça. » Elle prit le carnet avec hésitation. La page était couverte d'une écriture soignée, masculine. Elle lut à voix haute, doucement. « Aujourd'hui, Claire m'a appelé Papounet pour la première fois. » Elle riait, les joues pleines de confiture. Je n'avais jamais entendu un mot aussi doux. C'était le nôtre, rien qu'à nous. Le silence s'installa de nouveau. Elle leva les yeux vers lui, le regard chargé de questions. Il ne répondit rien. Il se leva, alla jusqu'à la fenêtre et resta là, les mains dans les poches, observant la nuit. « Ce carnet, dit-il enfin, c'était pour ma fille. Elle a disparu il y a 15 ans. Elle avait 5 ans. Depuis, je l'ai cherchée sans relâche. J'ai cru la voir parfois. Mais ce n'était jamais elle. » Elle se leva lentement, gardant le carnet contre elle. Elle s'approcha. « Et tu crois que je… » Il ne se retourna pas. « Je ne sais pas. Mais il y a trop de coïncidences, trop de signes. Et ce mot m'a glacée. » Elle resta sans voix. Elle sentit quelque chose se fissurer en elle. Une peur ancienne, enfouie, mais aussi une étincelle de vérité, un instinct qui lui murmurait que cette conversation n'était pas anodine. Elle recula d'un pas, serra le carnet contre elle. « Je suis désolée. Je ne comprends pas tout. Moi non plus, Élodie, mais peut-être qu'on va comprendre ensemble. » Elle quitta la pièce en silence. Dans le couloir, elle s'arrêta, posa une main sur son front. Le mot Papounet tournait dans sa tête, comme une litanie oubliée.
Et pour la première fois, elle se demanda si ce prénom, ce surnom, n'était pas la clé d'une vie entière. Le lendemain, l'atmosphère dans la maison Moreau avait changé de texture. Le silence n'était plus paisible, mais chargé. Chaque regard, chaque geste, chaque mot semblait peser un peu plus qu'il ne le devait. Alexandre était resté dans son bureau presque toute la matinée, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Les documents s'accumulaient sur son bureau, les appels restaient sans réponse, et les heures défilaient avec une lenteur cruelle. Ce qui l'attendait désormais n'avait rien à voir avec les affaires ou les décisions stratégiques. Ce qui l'attendait, c'était un morceau de papier, un résultat, une confirmation. De son côté, Élodie n'était pas sortie de sa chambre. Elle avait passé la nuit à relire encore et encore le passage du carnet que lui avait montré Alexandre. Chaque mot résonnait en elle avec une étrangeté déroutante. Elle ne savait plus si elle lisait un texte ou si elle redécouvrait un souvenir. Elle avait pleuré en silence, sans comprendre pourquoi. Elle avait voulu s'éloigner, mais ses jambes refusaient de la conduire vers la sortie. Une force invisible la retenait là, dans cette maison où tout semblait à la fois familier et inconnu. Vers midi, elle descendit, les traits tirés, les yeux rougis mais déterminés. Elle trouva Alexandre dans la bibliothèque, assis dans un fauteuil, une tasse de thé refroidie à la main. Il leva les yeux vers elle sans rien dire. Elle s'approcha, s'assit lentement sur le bord du canapé et resta là, droite, les mains jointes. « Je crois qu'il faut qu'on parle », dit-elle d'une voix calme mais ferme. Il hocha doucement la tête. Il avait senti que ce moment viendrait. « J'ai besoin de comprendre », continua-t-elle. « Je ne peux pas faire semblant. Il se passe quelque chose ici, quelque chose de plus grand que ce que je croyais. Et je ne veux pas qu'on me dise ce que je dois ressentir ou penser. Je veux juste savoir. » Il la regarda longuement, puis posa la tasse sur la table basse. « Alors parle-moi. Dis-moi ce que tu sais, ce que tu sens. » Elle prit une inspiration profonde, cherchant les mots justes. « Je ne me souviens pas de beaucoup de choses, mais il y a des choses qui reviennent, des images, des sensations. Un jardin avec un chien noir qui courait partout, une femme qui chantait, et un homme, grand, avec une voix rassurante. Il me prenait dans ses bras et m'appelait « ma petite Claire ». Je ne sais pas si c'est un rêve ou un souvenir, mais c'est là, en moi. Alexandre sentit un frisson le traverser. Il ne bougea pas, mais son cœur s'accéléra. « Tu as dit « ma petite Claire » ? Oui, je ne sais pas pourquoi. Je ne connais personne qui s'appelle Claire. Mais ce prénom me revient souvent en tête, comme un murmure. Et ce mot, Papounet. Je ne l'ai jamais utilisé pour personne d'autre. Je ne sais pas d'où ça vient non plus. À l'orphelinat, ils ont noté ça une fois. Je devais avoir 6 ans. Ils ont dit que c'était sans importance, que c'était juste mon imagination. Mais maintenant, je me demande. Elle s'interrompit, baissant les yeux. Il y avait dans sa voix une sincérité brute, dépouillée de toute prétention. Pas une once de calcul, de manipulation. Alexandre se leva lentement, fit quelques pas dans la pièce, puis se tourna vers elle. « Tu sais que ma fille s'appelait Claire, » dit-il lentement. « Claire Moreau. Elle a disparu il y a 15 ans, dans un parc. J'étais avec elle. Je suis parti acheter une glace. Quand je suis revenu, elle n'était plus là. On ne l'a jamais retrouvée. Aucune piste. Rien. Elle avait 5 ans. Le silence tomba comme une chape de plomb. Élodie restait figée, les mains toujours jointes, les yeux grands ouverts. Elle comprenait enfin. Tout s'éclairait, d'un coup. Les regards, le carnet, le prénom, le mot « Papounet ». Elle n'était pas simplement hébergée par un homme généreux. Elle n'était pas simplement une inconnue dans une maison vide. Elle était peut-être la fille disparue de cet homme. Et cette maison, ce fauteuil, ce jardin, tout cela lui appartenait peut-être depuis toujours. « Tu crois que je suis Claire ?» murmura-t-elle presque sans voix. « Je ne crois rien, pas encore, mais je sens. Et ce que je sens est plus fort que tout ce que j'ai ressenti depuis des années. » Elle se leva, fit quelques pas dans la pièce, puis se tourna brusquement vers lui. « Et si je ne suis pas elle? Et si c'était juste une coïncidence? Un mot, un souvenir flou. Ça ne prouve rien. C'est pour ça que j'ai demandé un test. ADN. Les résultats arriveront bientôt. » Elle hocha la tête, le visage tendu. « Et si les résultats disent que je suis ta fille ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il s'approcha, se tint face à elle, les yeux dans les siens. « Alors je te prendrai dans mes bras et je te ramènerai à la maison, chez toi, là où tu aurais toujours dû être.
Un long silence s'installa entre eux. Pas un silence vide, mais un silence lourd de sens, de douleur contenue, de possibilités bouleversantes. Élodie sentit une larme couler le long de sa joue. Elle ne l'essuya pas. Elle murmura seulement « Je n'ai jamais eu de maison, jamais personne ne m'a attendu quelque part, si c'est vrai. Si je suis ta fille, je ne sais même pas comment vivre avec ça. Tu apprendras, on apprendra ensemble. » Elle hocha lentement la tête, puis elle s'assit de nouveau, incapable de rester debout plus longtemps. Les jambes tremblantes, le cœur battant, elle tenta de mettre un peu d'ordre dans le chaos de ses émotions. Pour la première fois depuis des années, elle sentait que quelque chose en elle s'ouvrait. Pas une certitude, pas encore, mais une brèche, un espoir. Et dans cette pièce silencieuse, deux êtres qui avaient été brisés par le même événement, 15 ans auparavant, se retrouvaient face à quelques jours peut-être d'un renversement définitif. Les journées suivantes passèrent avec une lenteur douloureuse. La maison Moreau, habituellement silencieuse mais paisible, semblait maintenant suspendue à un fil invisible, comme si chaque horloge avait ralenti pour accompagner le rythme incertain du cœur d'Alexandre. Il n'y avait plus de discussion profonde entre lui et Élodie. Il n'y avait plus de révélation, ni de confession. Seulement un quotidien prudent, rythmé par des gestes simples, par une proximité nouvelle, mais fragile. Ils étaient là l'un en face de l'autre, mais entre eux s'étendait une attente muette, pesante, irréversible. Le test ADN avait été envoyé, analysé, vérifié. Le laboratoire avait confirmé que les résultats seraient transmis dans un délai de 48 heures. Pourtant, chaque heure semblait durer le double. Alexandre passait le plus clair de son temps dans le bureau, relisant les mêmes rapports, feuilletant les vieux albums de photos, cherchant dans les visages figés du passé un détail qu'il aurait peut-être négligé. Il avait ressorti les carnets, les dessins de Claire, les lettres que son ex-femme lui avait laissées avant de quitter la maison. Tout cela formait un puzzle que seule Élodie pouvait compléter. Élodie, de son côté, n'avait pas cherché à fuir. Elle aurait pu partir sans un mot, reprendre sa route, laisser derrière elle cette histoire insensée. Mais quelque chose en elle s'était accroché. Une impression sourde, incontrôlable, que cet endroit lui appartenait peut-être, qu'elle y avait déjà ri, couru, dormi. Les images floues de son enfance refaisaient surface au moindre bruit. Un craquement de parquet, l'odeur du café, la sonnerie du vieux téléphone fixe dans l'entrée. Tout cela réveillait des échos qui l'empêchaient de fuir. Alexandre avait prétexté avoir besoin d'aide pour l'entretien de la maison, et elle s'était prêtée au jeu sans poser de questions. Elle balayait les couloirs, nettoyait les meubles, triait les livres dans la bibliothèque. Mais tout cela n'était qu'un théâtre discret, pour éviter de penser à ce qui arrivait. Elle observait Alexandre du coin de l'œil, tentant de comprendre cet homme si réservé, si tendu, qui oscillait entre distance et sollicitude. Il ne la touchait jamais, ne posait jamais la main sur son épaule, ne la forçait pas à parler, mais elle sentait à chaque regard qu'il surveillait le moindre de ses gestes. Un matin, elle entra dans la salle à manger et le trouva en train de fixer un petit cadre. Une photo ancienne, noir et blanc, un jardin en arrière-plan, une fillette sur une balançoire. Elle s'arrêta net, son souffle suspendu. Elle connaissait ce cadre. Elle ne savait pas pourquoi. Ce n'était pas logique. Elle l'avait vu quelque part, ou peut-être juste dans ses rêves. Alexandre se tourna vers elle lentement. « Tu veux du café ?» Elle hocha la tête, s'assit à table et observa la photo. La fillette avait les cheveux attachés en 2 couettes hautes et un sourire franc lumineux éclatait sur son visage. Une main adulte poussait doucement la balançoire. Seul un bout de bras était visible, mais on devinait la complicité entre les deux. « C'est Claire ?» demanda-t-elle doucement. « Oui. » Elle avait 4 ans. Elle n'osa pas dire qu'elle se reconnaissait, qu'elle avait le sentiment de connaître la sensation du bois de cette balançoire, l'odeur du jardin, la voix qui riait derrière elle. Elle garda cela pour elle, de peur d'être accusée de se convaincre elle-même. Pourtant, ses impressions se faisaient de plus en plus nettes. Ils passèrent le reste de la journée dans un silence calme. Elle nettoya les vitres du rez-de-chaussée pendant qu'il s'occupait de documents dans la salle attenante. Leurs mouvements étaient synchronisés sans qu'ils s'en rendent compte. À un moment, alors qu'elle passait un chiffon sur une vitre, il l'observa longuement. Sa posture, la façon dont elle se tenait sur la pointe des pieds, le léger balancement de son corps lorsqu'elle se concentrait. Ce n'étaient pas des gestes appris, c'étaient des gestes retrouvés.
comme une mémoire du corps qui ne trahit jamais. Le soir venu, ils dînèrent ensemble. Un repas simple, du riz aux légumes, un peu de poisson, du pain frais. Aucun mot n'était nécessaire. Elle mangeait lentement, les yeux baissés. Lui buvait une gorgée de vin de temps en temps, les yeux posés sur elle. À un moment, elle leva la tête, croisa son regard et dit « Tu crois que tout ça va changer quelque chose ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il posa son verre, s'essuya les lèvres avec une serviette et répondit « Ça a déjà tout changé. » Elle ne demanda rien de plus. Après le repas, elle resta quelques instants seule dans le salon, regardant les flammes dans la cheminée. Il l'avait allumée sans un mot, et le feu crépitait doucement, jetant une lumière mouvante sur les murs. Elle s'assit sur le tapis, les jambes croisées, les bras autour des genoux. Dans le silence, elle laissa les pensées l'envahir. Et si ce test disait la vérité? Et si elle était vraiment claire? Devrait-elle effacer tout ce qu'elle avait vécu jusque-là? Tous les visages croisés dans la rue, toutes les nuits passées à fuir, à survivre, à dormir dans des lieux hostiles? Que deviendraient ces années de solitude? Et cet homme qu'elle apprenait à connaître chaque jour un peu plus, deviendrait-il alors son père du jour au lendemain? Ou le lien prendrait-il des années à se reconstruire? Elle ne savait pas, et lui non plus. Mais ce qu'ils savaient tous les deux, sans avoir à le dire, c'est qu'ils ne pourraient plus revenir en arrière. Même si les résultats n'étaient pas ceux qu'ils espéraient ou redoutaient, quelque chose s'était créé. Un lien, fragile, mais vivant. Une attente commune, une question suspendue. Et dans cette attente, ils se reconnaissaient déjà un peu, sans encore s'appartenir. La matinée était grise et silencieuse. Une pluie fine tombait sur les toits, rendant l'air humide et les vitres floues. Élodie s'était réveillée plus tôt que d'habitude, agitée par des rêves qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Elle s'était levée sans faire de bruit, avait enfilé un pull trop grand et des chaussettes épaisses, puis était descendue à la cuisine. Alexandre n'était pas encore levé. Elle en profita pour se servir un café et sortir dans le jardin. Malgré l'humidité, elle avait besoin d'air. Elle marchait lentement sur les dalles encore mouillées, les mains dans les poches, les yeux fixés au sol. Depuis quelques jours, un détail l'obsédait. Une porte à l'étage, toujours fermée. Elle l'avait aperçue en nettoyant le couloir. Ce n'était pas une chambre. La poignée était différente, plus ancienne, et la serrure semblait inutilisée depuis longtemps. Elle avait demandé à Alexandre ce qu'il y avait derrière, mais il avait simplement haussé les épaules, détournant la conversation. Son silence avait éveillé la curiosité d'Élodie. Elle n'aimait pas insister, mais ce mystère devenait plus fort qu'elle. Vers la fin de la matinée, alors qu'Alexandre était parti pour une réunion rapide en ville, elle monta à l'étage. Elle marchait lentement, presque en retenant son souffle. La maison était vide. Le silence n'était troublé que par le tic-tac de l'horloge du couloir. Arrivée devant la porte, elle hésita. La poignée de la porte ancienne était froide sous ses doigts. Elle appuya doucement. Rien. Verrouillé. Mais elle remarqua quelque chose d'étrange. La serrure n'était pas vraiment enclenchée, juste bloquée par un petit crochet métallique sur le côté, mal fixé. Elle jeta un regard autour d'elle, puis glissa le doigt sous le crochet et le fit sauter. La porte s'ouvrit dans un grincement léger. Derrière, un escalier étroit et sombre menait vers le grenier. L'air y était plus frais, chargé de poussière et de bois anciens. Elle monta doucement, une marche à la fois guidée par une petite lumière qui passait par une lucarne. Le grenier était vaste, encombré de cartons, de meubles recouverts de draps, d'objets anciens abandonnés depuis des années. Il y avait là des valises, des boîtes étiquetées à la main, des vêtements d'enfants soigneusement pliés. Chaque objet semblait figé dans le temps, comme si personne n'avait osé y toucher depuis des décennies. Élodie avança lentement, ses doigts caressant les objets sans vraiment les toucher. Au fond, près de la lucarne, elle aperçut un chevalet recouvert d'un drap blanc. Elle s'en approcha, le cœur battant, tira doucement le tissu. Dessous, un portrait peint à la main. Une petite fille de 5 ans, aux cheveux bruns attachés, souriante, les joues légèrement rosées, vêtue d'une robe bleue à volants. L'arrière-plan montrait un jardin familier. La peinture était signée en bas. Pour Claire, était 2009. Elle resta figée. Son regard passait du portrait à ses propres mains, à ses bras, à son reflet dans la vitre de la lucarne. Elle ne savait pas ce qu'elle voyait. Était-ce elle ou une autre? Elle s'approcha encore, posa doucement la main sur le cadre. Les larmes lui montèrent aux yeux sans prévenir. À côté du portrait, posé contre un mur,
un cadre photo tombé sur le côté. Elle le ramassa. La photo montrait la même petite fille, cette fois dans les bras d'un homme souriant, Alexandre, plus jeune, moins fatigué, mais ses traits étaient les mêmes. Ils regardaient de tous deux l'objectif avec une tendresse évidente. En bas du cadre, une gravure discrète. Claire Moreau, 4 ans. Élodie chancela légèrement, puis s'assit sur une vieille malle. Le portrait sur le chevalet semblait lui sourire. Elle murmura, comme pour elle-même, « C'est moi? C'est vraiment moi ?» Elle resta là un long moment, incapable de détourner les yeux. Le temps semblait suspendu. Elle ne pouvait pas expliquer ce qu'elle ressentait. Ce n'était pas un souvenir clair, ni une révélation soudaine. C'était un vertige, un mélange d'évidence et de confusion. Tout en elle se débattait contre cette vérité qui frappait pourtant à sa porte. Quand elle redescendit, le tableau encore en tête, elle entendit la porte d'entrée se refermer. Alexandre était de retour. Elle descendit lentement les escaliers, le cœur serré. Il se tenait dans le salon enlevant son manteau. « Tu es déjà rentré ?» dit-elle simplement. Il la regarda. Son visage se figea en voyant l'expression de la jeune femme. Il comprit avant qu'elle ne dise un mot. « Tu es monté, dit-il, dans le grenier. » Elle hocha la tête. « Je ne voulais pas fouiller. Mais cette porte, elle me hantait. Et là-haut, il y a un portrait, une photo. C'est moi, Alexandre. Je le sais. Même si je n'arrive pas à l'expliquer. » Il ne répondit pas. Il s'approcha lentement, s'arrêta à quelques pas. Quand j'ai reçu ce tableau, après sa disparition, je ne l'ai jamais encadré. Je ne pouvais pas. Je l'ai caché là-haut. C'était trop douloureux. Tu n'as jamais cessé de chercher, murmura-t-elle. Jamais. Ils restèrent là, l'un face à l'autre, liés par cette vérité désormais impossible à ignorer. Elle leva les yeux vers lui, et dans un souffle, comme une évidence, c'était moi. Ça l'a toujours été. Le courrier était arrivé plus tôt que prévu. Ce n'était pas un simple courrier, ni même un document anodin. C'était l'enveloppe blanche et épaisse qu'Alexandre attendait depuis des jours avec une impatience fébrile. Lorsqu'il l'ouvrit, seul dans son bureau, il sentit ses doigts trembler légèrement. Il s'assit sans un mot, respira profondément, puis déplia les feuilles une à une. Son regard s'arrêta sur les chiffres imprimés en gras, 99,99% de compatibilité génétique. Un frisson glacial le traversa de la nuque au bas du dos. Il relut la phrase 3 fois, comme pour en valider la réalité. Claire Moreau était vivante, sa fille. Cette jeune femme silencieuse qui dormait sous son toit, qui nettoyait ses vitres, qui le regardait avec une pudeur désarmante, était bien la petite disparue d'autrefois. Il n'y avait plus aucun doute possible. Le test ADN ne mentait pas. Aucune coïncidence ne pouvait expliquer un tel résultat. Il resta assis, les yeux perdus dans le vide, tandis qu'un mélange de soulagement, de douleur et de bonheur contenu l'envahissait comme une vague. Il n'avait pas pleuré depuis le départ de son ex-femme. Mais ce jour-là, sans un bruit, une larme coula. Il garda le document entre ses mains pendant plusieurs minutes, incapable de se lever, puis se força à reprendre contenance. Il se leva, descendit lentement les escaliers, le cœur battant trop vite pour rester calme. Il la trouva dans le salon, assise sur le tapis, en train de lire un vieux livre de contes qu'elle avait trouvé dans la bibliothèque. Elle leva les yeux vers lui en sentant sa présence. Le silence entre eux fut immédiat. Un silence chargé, dense, différent de tous les précédents. Il s'approcha lentement, s'assit sur le fauteuil face à elle et lui tendit l'enveloppe sans un mot. Elle la prit, fronça les sourcils, puis lut les premières lignes du rapport. Ses mains se mirent à trembler. Elle releva les yeux vers lui. « C'est vrai ?» souffla-t-elle. « Oui, c'est vrai. » Elle ne dit rien. Le document lui échappa presque des doigts. Elle le posa à côté d'elle, ses bras retombant le long de son corps. Elle semblait soudain plus jeune, plus fragile, comme si la certitude l'avait déstabilisée davantage que le doute. Alexandre, lui, la regardait sans détour. Il avait enfin le droit. Ce visage qu'il n'avait vu que sur des photos pendant 15 longues années, il pouvait maintenant le contempler sans craindre de se tromper. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. « Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à prouver. Ce n'est pas toi qui dois porter ce poids. Mais mon nom, ma vie, tout ce que j'ai vécu, tout ça a été construit sur un mensonge. Ce n'est pas un mensonge de ta part. Tu as été arraché à ta vie.
On t'a volé ton enfance, ton identité. Ce n'est pas toi qui as décidé ça. Elle baissa les yeux. Il y avait en elle une lutte intérieure violente entre la colère, la peur et une forme de soulagement. Elle voulait hurler, fuir, comprendre tout à la fois. Elle voulait aussi rester là, dans ce salon où elle se sentait désormais à la fois chez elle et étrangère. Il tendit la main, pas pour la toucher, mais pour lui montrer qu'il était là. Elle leva lentement la sienne et la posa dans la sienne, hésitante. « Claire », dit-il doucement. Elle sursauta presque. « Ce prénom, je ne l'ai jamais porté consciemment. Mais c'est le tien, tu n'es pas obligé de l'utiliser tout de suite, ni même jamais si tu ne veux pas. Mais je veux que tu saches que pour moi, tu as toujours été Claire. » Elle ferma les yeux une seconde. Elle essayait de se souvenir, de ressentir. Quelque part au fond d'elle, ce prénom éveillait quelque chose. Un écho, une vibration ancienne. Elle se redressa un peu. « Je vais avoir besoin de temps. Tu en auras, autant que tu veux. » « Et après ?» demanda-t-elle. « On fait quoi maintenant ? Je ne suis plus Élodie, pas encore Claire. Je suis entre deux personnes. Alors on va prendre le temps de tisser quelque chose entre les deux. Tu n'as pas besoin de choisir. Tu peux être les deux ou une nouvelle version de toi. Personne ne te forcera à quoi que ce soit. » Elle le regarda longtemps. Il ne mentait pas. Elle sentait que tout en lui vibrait de sincérité. Elle ne pouvait pas encore l'appeler papa, et il ne s'y attendait pas. Mais il y avait quelque chose dans l'air, une tension nouvelle. Elle comprenait que le plus difficile ne serait pas de savoir qu'elle était Claire, mais de le devenir à nouveau. « Et ma mère ?» demanda-t-elle soudain. Il prit une grande inspiration. « Nous nous sommes séparés après ta disparition. Elle est partie. Nous n'avons plus de contact depuis des années. Elle vit en Australie, je crois. Elle sait que tu m'as retrouvé ? Pas encore. Mais elle le saura. Je veux la rencontrer. » Il acquiesça sans discuter. Il savait que cette étape viendrait. Mais pour l'instant, c'était ici, dans cette maison, que le présent devait se reconstruire. Elle se leva lentement, fit quelques pas, puis s'arrêta devant la grande baie vitrée du salon. Elle regarda le jardin détrempé par la pluie. Ce jardin qui lui semblait désormais aussi étranger que familier. Un jardin où elle avait peut-être couru, ri, chuté. Derrière elle, Alexandre s'était levé aussi, mais restait à distance. « Je veux apprendre, dit-elle d'une voix posée. Je veux savoir qui j'étais, qui je suis. Je ne veux pas fuir. » Il sourit légèrement, la gorge serrée. « Alors on commence aujourd'hui, ensemble. » Et pour la première fois, elle se retourna, croisa son regard et lui répondit d'un sourire incertain, mais vrai. Une nouvelle vie ne s'écrivait pas encore, mais une porte venait de s'ouvrir. Le jour suivant fut marqué par un silence nouveau dans la maison Moreau, ni tendu, ni pesant, mais plutôt chargé d'une concentration invisible. Alexandre avait passé la nuit à relire une à une les pages du dossier d'Élodie, désormais clair, à recouper chaque ligne avec les documents anciens de la disparition de sa fille. Il avait commencé à tracer des correspondances, des noms de responsables d'orphelinat, des signalements oubliés, des dates approximatives. Ce puzzle administratif, longtemps ignoré, prenait maintenant un sens terrifiant. Les erreurs n'étaient plus seulement des négligences du système. Elles semblaient intentionnelles. Il contacta Hugo au matin, lui demandant d'enquêter avec plus de profondeur. Il voulait comprendre comment, en 15 ans, une enfant déclarée disparue avait pu être réintroduite dans le système comme si elle n'avait jamais existé. Les premières réponses arrivèrent rapidement. Hugo, méthodique, avait déjà commencé à fouiller dans les archives des services sociaux de Lyon. Il découvrit que la petite fille enregistrée sous le nom de Léna, avant de devenir Élodie, n'avait jamais été identifiée par un document officiel d'origine. Aucune trace de naissance, aucun lien légal avec une mère ou un père connu. Juste une inscription anonyme, faite par une femme prétendant être une voisine qui aurait trouvé l'enfant errante. Alexandre lut le rapport et sentit une colère froide l'envahir. Il y avait là un mensonge, un vol, une substitution. Il appela immédiatement Hugo. « Il faut retrouver cette femme, celle qui a déposé Claire. Elle a signé sous le nom de Marianne Laforêt. Tu peux vérifier son identité ? J'y suis déjà. C'est un nom utilisé dans d'autres cas suspects, des placements d'enfants irréguliers. Je crois qu'on touche à quelque chose de plus vaste que prévu. Continue, ne lâche rien. » Il raccrocha, les mains tremblantes. Si ce qu'il soupçonnait était vrai, Claire n'avait pas été perdue par accident. Elle avait été arrachée, enlevée,
placé volontairement dans un système qu'il avait effacé. Et tout cela pourquoi? Une adoption illégale, une manipulation administrative, une fuite orchestrée? Il décida de lui parler. Elle avait le droit de savoir. Claire était dans la bibliothèque, les jambes repliées sur un fauteuil, entourée de livres qu'elle n'avait pas encore ouverts. Elle semblait réfléchir, ou plutôt flotter entre deux mondes. Lorsqu'elle le vit entrer, elle comprit immédiatement qu'il avait découvert quelque chose. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle, se redressant. Il s'assit en face d'elle, posa une main sur la table et laissa l'autre reposer sur son genou. « J'ai trouvé des informations sur ce qui t'est arrivé, sur la manière dont tu as été déplacé. Dis-moi tout. » Il inspira profondément. « Tu n'as pas été abandonné, ni perdu. On t'a prise. Tu as été emmené hors du parc ce jour-là. Et 3 semaines plus tard, tu as été enregistré dans un orphelinat de Lyon sous un autre nom. Une femme s'est présentée en disant t'avoir trouvé dans la rue, seule. Elle a signé sous une fausse identité. Et personne n'a vérifié. Elle resta sans voix, les yeux fixés sur lui, comme si son esprit avait cessé de fonctionner pendant 1 seconde. Donc, quelqu'un m'a prise, m'a volée. Il hocha la tête. Oui. Et le pire, c'est que le système a couvert ça. Par négligence ou complicité, je ne sais pas encore. Mais il y a eu des traces effacées, des signalements ignorés, des incohérences volontaires. Et pourquoi? Pourquoi ferait-on ça à un enfant? Certaines personnes, des réseaux, manipulent les adoptions pour les rendre plus simples, plus rapides, souvent en contournant la loi. Parfois pour de l'argent, parfois pour d'autres raisons. Je pense que tu as été utilisé comme une pièce dans un système pourri. Elle passa les mains sur son visage, choquée, perdue. Le mot « utilisé » l'avait frappée de plein fouet. Elle n'était pas seulement une victime du hasard. Elle avait été un objet. Un élément dans une mécanique que personne n'avait voulu voir. Tu veux dire que, pendant toutes ces années, on savait? Quelqu'un savait? Oui, et personne n'a parlé. Un silence s'installa. Elle se leva, fit les 100 pas dans la pièce, les bras croisés, les poings serrés. J'ai été traité comme un déchet administratif, jeté dans des familles où personne ne m'aimait, où on me disait que j'étais trop difficile, trop silencieuse, trop instable. Et pendant tout ce temps, ma vraie vie. Elle m'attendait ici. Tu n'as rien fait pour mériter ça. Rien. Mais ça m'a changé, murmura-t-elle. Ça m'a cassé. Je ne suis plus la petite fille que tu as perdue. Je suis autre chose maintenant. Tu es ma fille. Le reste, on le reconstruira ensemble. Elle s'arrêta, se tourna vers lui. Je veux savoir tout ce qu'il y a à savoir. Je veux les noms. Je veux comprendre ce qu'ils m'ont fait. Je ne veux pas rester dans l'ignorance. Je te promets que tu sauras tout, mais pas d'un coup. Ce genre de vérité se dévoile en morceaux. Elle baissa les yeux, la respiration courte. Alors commence par me dire ce que j'aimais faire quand j'étais petite, avant qu'il m'efface. Il sourit, ému. Tu adorais courir dans le jardin pieds nus, tu refusais de porter des chaussures en été, et tu chantais faux, très faux, mais toujours à pleine voix. Elle éclata d'un rire nerveux, mi-triste, mi-amusé. Ça, je crois que je m'en souviens. Il se leva et s'approcha d'elle. Tu n'es pas obligée de porter toute cette douleur seule. Maintenant, tu n'es plus seule. Et pour la première fois, elle posa sa tête contre son épaule, pas comme une enfant, pas comme une inconnue, mais comme une fille retrouvée. Le printemps avançait, et avec lui, la lumière dans la maison Moreau devenait plus douce, plus persistante. Les rideaux restaient ouverts plus longtemps. Les fenêtres laissaient entrer l'air tiède du dehors, et les pas dans les couloirs ne résonnaient plus de la même manière. La demeure, longtemps figée dans un deuil silencieux, semblait désormais se réveiller à un rythme calme mais constant. Alexandre, méthodique, commença à adapter son quotidien. Il annula plusieurs dîners d'affaires, délégua la gestion de son entreprise à ses associés et transforma son emploi du temps en quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment expérimenté, une vie de père. Claire, elle, refusait de se laisser emporter trop vite par cette réalité nouvelle. Elle avait accepté son identité, accepté que sa vie ait été arrachée puis rendue, mais elle ne voulait pas d'un retour artificiel. Chaque lien devait être retissé à la main. Elle voulait que les gestes, les mots, les habitudes se réinstallent naturellement, sans contrainte, sans pression. Et Alexandre avait compris cela. Il ne la brusquait jamais. Il proposait, suggérait et attendait qu'elle dise oui ou non. Un matin, ils prirent ensemble le petit déjeuner dans la véranda.
une pièce qu'Alexandre n'avait pas utilisée depuis des années. La table était couverte de viennoiseries, de confitures maison et d'un thermos de café noir. Claire s'installait toujours en tailleur sur sa chaise, comme si ses jambes ne supportaient pas de rester figées dans une posture droite. Elle avait repris cette habitude dès les premiers jours, et Alexandre souriait à chaque fois qu'il la voyait ainsi. Elle ne s'en rendait pas compte, mais c'était exactement ce que faisait Claire enfant, lorsqu'elle dessinait pendant des heures, assise par terre, les jambes croisées, penchée sur sa feuille. « Je pensais peut-être visiter l'université cette semaine, » dit-elle, la bouche pleine de brioche. « Bonne idée. Tu sais ce que tu voudrais étudier ? » « Pas encore. Mais j'aime lire, écrire, et je suis curieuse de beaucoup de choses. On m'a souvent dit que j'étais instable, que je ne savais pas ce que je voulais. Peut-être que maintenant je peux prouver le contraire. Tu n'as rien à prouver, répondit-il doucement. Ni à moi, ni à personne. Elle hocha la tête, consciente que ces mots n'étaient pas des phrases toutes faites. Il croyait vraiment ce qu'il disait, et cette bienveillance, encore nouvelle pour elle, la déstabilisait autant qu'elle la rassurait. Les jours suivants furent rythmés par de petites habitudes. Ils dînaient souvent ensemble, dans la cuisine plutôt que dans la grande salle à manger. Claire cuisinait parfois, testant des recettes simples. Elle avait appris à se débrouiller dans la rue, mais ici elle découvrait le plaisir de cuisiner lentement, avec de bons ingrédients, pour quelqu'un qui appréciait le geste. Un soir, alors qu'il mangeait une soupe faite maison, elle le regarda longuement. « Tu étais quel genre de père ?»« Avant. » Il posa sa cuillère, s'essuya les lèvres, réfléchit. « Présent. Je le voulais. J'essayais d'être là, d'écouter. Je faisais des erreurs, évidemment. Mais j'étais là tous les soirs. On lisait ensemble avant de dormir. On faisait des puzzles. Et je chantais mal, mais elle adorait ça. Tu peux encore faire tout ça, tu sais. Peut-être pas les puzzles. Mais pour le reste. » Il sourit. « Tu veux que je chante maintenant ? » ?»« Non, pas encore. Mais bientôt. » Ce fut l'une des premières fois où elle parla d'eux au présent, comme d'une chose construite et non retrouvée. Ce détail, Alexandre ne l'oublia pas. Peu à peu, Claire s'intéressa à l'histoire familiale. Elle demanda à voir les albums photos, les lettres, les vidéos anciennes. Il lui montra tout. Elle vit sa mère, jeune, souriante, portant la petite Claire dans ses bras sur une plage du sud. Elle regarda longuement chaque image, comme pour les graver en elle. Elle ne pleura pas, mais il voyait à ses yeux qu'elle enregistrait tout, silencieusement. « Elle vit loin ?» demanda-t-elle, en parlant de sa mère. « En Australie. Je n'ai plus parlé avec elle depuis plusieurs années. Mais je l'ai contactée. Elle veut te voir. » Claire acquiesça. Elle n'était pas prête pour ce face-à-face, mais elle savait que ce jour viendrait. « Je veux d'abord me trouver ici, être Claire dans ma tête avant de rencontrer. Claire, là-bas. Prends ton temps. Elle comprendra. » Elle passait aussi beaucoup de temps dans le jardin. Elle y planta quelques fleurs, réorganisa les pots de terre cuites sur la terrasse. C'était devenu son lieu à elle, son espace de transition. Elle disait que la terre l'apaisait. Alexandre souvent la regardait par la fenêtre sans intervenir. Il la voyait, agenouillée près des buissons, les mains pleines de terre, les cheveux attachés à la va-vite. Et dans ces moments-là, il sentait que la paix était possible. Un après-midi, elle proposa d'organiser un dîner simple, juste eux deux, mais un peu spécial. Elle dressa la table dans la véranda avec des bougies, un petit vase de fleurs. Elle prépara un plat qu'elle avait improvisé, une sorte de gratin de légumes avec du fromage qu'elle avait trouvé dans le frigo. Lorsqu'il arriva, elle était assise, souriante. « Ce n'est pas grand-chose, dit-elle, mais j'avais envie qu'on fête. Je ne sais pas quoi. Le fait que je sois là. Le fait que tu sois là. » Ils mangèrent lentement, en parlant peu. C'était un de ces repas qui marquent plus par la présence que par les mots. En fin de repas, elle se leva, disparut quelques minutes et revint avec un petit carnet. « J'ai commencé à écrire, dit-elle. Pas un journal intime, plutôt des fragments, des souvenirs, des images, des sensations. Tu veux lire un passage ? Seulement si tu veux bien. » Elle ouvrit le carnet, lut d'une voix posée. Je ne me souvenais pas de lui, mais je me souvenais de la sensation d'être attendu. Je crois que c'est ça, la mémoire du cœur. Ce n'est pas un visage, ce n'est pas une date. C'est le sentiment que quelque part, quelqu'un n'a jamais cessé de tendre les bras. Alexandre ferma les yeux un instant. Puis il lui tendit la main. Elle la prit. Le lien était là. Pas encore complet,
mais solide et vivant. L'été s'était installé avec douceur à Neuilly-sur-Seine. Le jardin de la maison Moreau, autrefois figé dans un silence immobile, s'était transformé en un espace vivant, où les parfums de lavande, de jasmin et de menthe fraîche flottaient dans l'air. Les journées s'étiraient lentement, rythmées par les allées et venues tranquilles de Claire, par les repas partagés avec Alexandre et par les discussions désormais naturelles, presque quotidiennes, entre eux. Rien n'avait été précipité. Chaque geste, chaque mot, chaque silence avait contribué à la construction d'un nouveau lien. Solide sans être figé, tendre sans être artificiel. Claire s'était approprié les espaces de la maison à sa manière. Elle avait transformé une pièce vide en atelier de lecture et d'écriture, où elle passait des heures à griffonner dans ses carnets, à écouter de la musique, à relire ses textes à voix basse. Elle avait également choisi de reprendre ses études, après avoir longuement visité plusieurs universités. Finalement, elle s'était inscrite à la faculté de lettres de Paris, motivée par l'envie de comprendre le monde autant que de se comprendre elle-même. Alexandre, quant à lui, avait progressivement réduit ses activités professionnelles. Il avait revendu certaines parts de ses entreprises, refusé des postes d'influence et choisi de consacrer ses journées à une routine plus calme. Il passait beaucoup de temps avec Claire, mais aussi seul, à relire les lettres anciennes, à classer les photos, à ranger les souvenirs de ces 15 années de vide qu'il refusait désormais de laisser dicter sa vie. L'absence de Claire pendant tout ce temps ne serait jamais oubliée, mais elle ne serait plus une prison. Elle devenait un passé à contempler avec douleur, mais aussi avec reconnaissance. Un soir de fin août, alors que le ciel prenait cette teinte dorée propre aux fins de journée estivale, Claire invita Alexandre à un dîner qu'elle avait préparé seule. Elle avait dressé la table dans le jardin, sous le grand tilleul. Une nappe blanche, quelques bougies protégées du vent, des couverts disposés avec soin. Elle portait une robe simple, bleu marine, les cheveux relevés, et elle souriait avec une sérénité qu'Alexandre n'avait encore jamais vue chez elle. « Je voulais qu'on termine cette saison avec un symbole, » dit-elle en lui tendant un verre d'eau citronnée. « Terminé? Tu pars quelque part? » « Non, mais je crois qu'il est temps d'officialiser ce que je ressens, de mettre des mots sur ce que je suis devenu. » Il la regarda, surpris mais attentif. Elle prit une enveloppe posée à côté de son assiette, l'ouvrit et en sortit un document. « J'ai fait les démarches. J'ai changé mon nom. Ce n'est pas une rupture. Ce n'est pas un rejet non plus. C'est une fusion. » Elle lui tendit la feuille. Il lut. « Claire Élodie Moreau. » Il releva les yeux, ému. « Tu as gardé les deux. Élodie m'a sauvé. Elle m'a porté pendant toutes ces années. Elle m'a appris à résister. Claire m'a été rendue. Elle m'a offert la possibilité d'un avenir. Je ne veux renier ni l'une ni l'autre. Je suis les deux. Et je veux qu'on me reconnaisse comme tel. » Il hocha la tête, incapable de parler pendant quelques secondes. Il avait imaginé ce moment 1000 fois, mais il ne l'avait jamais vu venir de cette façon, avec autant de justesse, de lucidité et de force. « C'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire », finit-il par dire. Ils mangèrent en silence, savourant chaque bouchée comme un acte de paix. Claire raconta ses projets pour l'année à venir, ses études, les ateliers d'écriture, les associations qu'elle voulait soutenir, notamment celles qui s'occupaient des jeunes sans-abri et des enfants placés. Elle voulait témoigner, pas pour se faire plaindre, mais pour montrer que l'on pouvait se relever. « Je veux que mon histoire serve à quelque chose, » dit-elle. « Je ne veux pas qu'elle reste enfermée dans cette maison, même si elle a commencé ici et qu'elle s'est reconstruite ici. Tu as mon soutien, quoi que tu fasses. Et toi, tu veux faire quoi maintenant? Tu vas t'ennuyer si je passe mes journées à la fac. »« J'ai toute une vie à réapprendre, » répondit-il. « J'ai passé 15 ans à chercher quelqu'un. Maintenant que je l'ai retrouvée, je vais apprendre à vivre avec elle sans la perdre de vue. » Le soleil baissait lentement. Les ombres s'allongeaient sur l'herbe fraîche. Claire se leva, alla chercher un petit gâteau qu'elle avait préparé, une recette qu'elle avait inventée en mélangeant des souvenirs et des essais. Alexandre en prit une bouchée et sourit. « Tu viens de créer une tradition, » dit-il. « Ce dessert, ce jardin, cette soirée. Une tradition qui commence aujourd'hui. » Ils restèrent encore un moment dehors, parlant de tout et de rien. Puis, alors que la nuit tombait complètement, ils rentrèrent ensemble dans la maison. Claire s'arrêta un instant dans l'entrée, regarda autour d'elle puis dit d'une voix calme. « Cette maison ne fait plus peur. Elle est redevenue un lieu où je respire. »« Parce qu'elle t'attendait, » répondit-il. Elle se tourna vers lui,
posa une main sur son bras et ajouta « Elle ne m'attendait pas seule. » Ce soir-là, la maison Moreau retrouva ce qu'elle avait perdu. Pas seulement une fille, pas seulement une voix, mais une raison d'exister à nouveau. Claire Élodie Moreau monta l'escalier sans se retourner. Alexandre la regarda faire, les yeux humides, le cœur enfin apaisé. Les rires n'étaient pas bruyants. Ils n'étaient pas forcés. Ils étaient justes et ils allaient désormais habiter cette maison, définitivement.